sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, c'est Denis Martel qui est au micro. Aujourd'hui, je suis avec... Alizée Noumedem. Nous sommes aussi avec... Monique Al-Nazir. Cette semaine, on s'inquiète du retour en classe, qui est dans quelques semaines déjà. Aux États-Unis, Trump sent la soupe chaude et j'ai des libéraux tout le tour du ventre. Donc, bienvenue, content de vous retrouver. Ben écoute, non seulement, Ronnie, je te retrouve, puis ça me rend heureux, mais c'est la première fois que j'ai la chance de collaborer avec Alizée. Salut Alizée, comment vas-tu? Ça va bien, puis oui, t'as raison, c'est vraiment une chance. Bonjour Denis, bonjour Alizée. Donc, cette semaine... J'ai pas pu m'en empêcher, désolé. Ben non, c'est absolument merveilleux. Puis écoute, on aura l'occasion de multiplier ces chances-là, puis on va pouvoir parler politique ensemble. Cette semaine, c'est ça, je me retrouve en infériorité numérique au point de vue des allégeances politiques. Alizée, est-ce que tu me confirmes que tu es toujours libéral? Vous êtes deux libéraux, là, hein? Ouais. Mais moi, je suis habituée d'être... Oh, excuse. Non, c'est correct. Mais moi, pour l'instant, je suis dédié à la condition étudiante pour la prochaine année. Ah oui, c'est ça. Hein? Tu te prends un petit pas de recul par rapport aux allégeances, hein? Par rapport à tes fonctions. Je suis exécutant VP externe de mon asso étudiante. Donc, pour la prochaine année, je suis dédié à la condition étudiante. De ton côté, Alizée, est-ce que tu te dois, de par des fonctions professionnelles, de lever le pied un peu sur une implication politique? C'est pas pour ça que je m'implique plus trop. Oh, c'est d'autres choses. C'est ça. Là, tu es conscient que ça me rend particulièrement curieux d'aller plus loin là-dedans. On aura la chance d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Cette semaine, au Québec, alors que le tableau est toujours peu flatteur si on se compare aux autres provinces, le Québec assouplit les règles et autorise les événements jusqu'à 250 personnes. On a vu qu'il y a le docteur Arruda qui reçoit des menaces. Écoute, c'est quand même assez particulier. Son adresse a été diffusée en ligne publiquement. Je pense qu'il a porté plainte d'ailleurs à la police. L'année scolaire va bientôt reprendre au Québec. Tantôt, j'en faisais mention. Pourtant, on voit qu'en Allemagne, dans certains établissements, le retour est rapidement interrompu parce qu'il y a trop de cas de COVID. Il y a des parents en ce moment qui poursuivent le ministère de la Santé parce que le ministre de la Santé, en fait, directement pour essayer de forcer justement les cours à distance. On veut qu'il y ait une possibilité de suivre les cours de la maison. Et la situation n'est pas améliorée par le fait que l'Institut national de santé, en fait, cette situation-là n'est pas améliorée par le fait que l'Institut national de la santé publique révèle une étude indiquant que près de 25% des Québécois croient que la COVID est le résultat d'un complot. Moi, je serais très curieux de voir cette enquête-là et les questions qui ont été posées parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à croire que c'est aussi tranché que ça. Alizée, on sait, on est une journée de match de hockey. Je sais que tu es une grande amateur de hockey. Ça va pas trop mal pour le Canadien. Ils ont gagné. Tu vois, gars, Ronnie, j'ai dit on a gagné. Fait que pour un gars de Québec, je suis quand même pas pire. Mais est-ce que le COVID, c'est un complot pour que la Ligue nationale arrête de chanter l'hymne national en français? Là, tu sais même pas de quoi je parle, hein? Non et non. Non et non. OK, Ronnie, qu'est-ce qui s'est passé avec l'hymne national? On va revenir à toi, Alizée, mais pour remettre un peu de contexte là-dedans, il y a eu un scandale relié, il y a l'hymne national au début des matchs des Canadiens qui n'a pas été chanté en français, puis ça l'a déplu, c'est ça? Exactement, dans le fond, dans le match contre les Pingouins, le premier, si je me souviens bien. C'était Michael Bublé qui chantait les hymnes nationaux. Michael Bublé qu'on connaît tous à travers l'album de Noël qui joue tout le temps dans le temps des fêtes. Et aussi, c'est un chanteur assez connu qui, dans le fond, a chanté l'hymne national au Canada seulement en anglais. Et là, ça a choqué beaucoup de gens, dont la Société Saint-Jean-Baptiste, la classe politique au Québec, tout ça. Et la justification de la LNH, c'était que le Canadien agissait comme équipe visiteur pour ce match-là. Ah! Donc, on la chantait juste en anglais. Et ça a été rectifié pour les matchs d'après. Donc, okay. Mais ça a fait un scandale, évidemment. Puis on s'est senti attaqué sur le français. Bon, vois-tu, Alizée, c'était ça le contexte. Moi non plus, je n'étais pas trop au courant parce que honnêtement, la vérité, je fais beaucoup de blagues, là, mais la vérité est que moi non plus, je ne suis pas beaucoup le hockey. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. Mais Alizée, j'aimerais t'entendre sur la réalité du sondage, là, sur les
le sondage comme quoi qu'il y aurait 25 % des Québécois qui croient que la COVID est le résultat d'un complot. Oui, donc le sondage, je l'ai trouvé un peu curieux. Donc, j'ai fait quelques recherches. Puis, c'est ça, c'est un sondage qui est non probabiliste. Donc, ça veut dire que la méthodologie avec laquelle il a été fait, bien, ça fait qu'on ne peut pas le généraliser à l'ensemble de la population. Puis aussi, c'est un sondage en ligne où on invitait des gens à voter. Donc, un sondage plus, on va dire, ouvert. C'est pas très scientifique. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que je suis allée faire des recherches pour voir s'il y avait d'autres sondages qui avaient été faits au Québec. Puis aussi, s'il y avait les mêmes statistiques ailleurs dans le monde. Puis il se trouve qu'en France, ils ont le même problème. Ils ont fait un sondage, là, cette fois-ci, plus statistique. Puis c'est à peu près partout pareil, 25 % des gens qui pensent que la COVID, c'est un complot. Donc, c'est ça, c'est pas rassurant. Moi, c'est la proportion des travailleurs de la santé. Oui, hein? Mais je trouve ça très étrange. On disait dans le reportage que, dans l'article que je lisais à ce propos, on disait que 28 % des travailleurs de la santé auraient répondu qu'ils croyaient que c'était un complot. Mais vois-tu, moi, c'est là que je me pose une question, c'est à savoir de quelle façon que la question était libellée. Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de nouvelles sérieuses qui ont circulé comme quoi c'était peut-être un incident issu justement d'un incident de laboratoire qui aurait causé que le virus se serait échappé. Donc, je me demandais, est-ce que c'est peut-être, si la question était reliée, est-ce que vous croyez que le virus vient d'un laboratoire? Ben là, peut-être ça pourrait expliquer ce genre de réponse-là. Mais écoute, il y a tellement eu de confusion dans ce dossier-là qu'on ne sait plus si on peut vraiment s'y fier. Mais 25 % ça me semble beaucoup. Ronnie, comment tu vois la chose? Moi, honnêtement, j'ai plus de misère à croire à ce que les gens croient à des choses, au complot. T'es mort en dedans. Entendu, j'ai tout vu. Honnêtement, là, j'ai plus vraiment de surprise par rapport à n'importe quel chiffre que j'entends sur les anti-vax, les anti-masques, les anti-tout. Moi, honnêtement, là, je suis dépassé par ce que j'entends en général là, chez les gens. Est-ce qu'on leur donne trop... chose, on le donne-tu trop d'importance, trop de présence pour la réalité? Là, c'est sûr que si c'est un corps, ça devient absolument... Si c'est un corps de la population, ça devient phénoménal. Mais ça se pourrait-tu qu'ils aient un exposure, qu'ils soient exposés d'une façon complètement disproportionnée par rapport à l'importance que ça a réellement, Alizée? Je sais pas. C'est bon, OK, peut-être qu'on en parle beaucoup de ces gens-là, mais il y a une chose dont on ne parle pas assez, certainement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, faire en sorte que les gens reprennent confiance en leur institution. Mm-hmm. Parce que moi, c'est ça le problème, c'est que quand tu arrives à un point où tu penses que ton premier ministre, il y a quelqu'un, quelque part, qui l'achète pour qu'il mente sur un virus, je pense que ça montre, c'est ça, la crise de confiance qu'on a en nos institutions. Oui, ça, c'est vrai. Puis aussi, c'est ça, en fait, quand les gens se penchent là-dessus pour essayer de comprendre le phénomène, bien, souvent, c'est relié aux peurs des gens. Et là, ça vaut la peine de se poser la question, tu sais, de quoi les gens ont peur. En fait, là, leur crainte, d'après moi, c'est surtout qu'ils critiquent un gouvernement qui ne peut pas les protéger. Mm-hmm. C'est que, dans le fond, c'est ça, c'est que le gouvernement, moi, en tant que citoyen québécois, va pas faire ce qu'il faut pour me protéger d'une pandémie mondiale. Puis c'est plus ça, moi, qui m'inquiète. C'est à ça qu'on n'accorde pas assez d'importance, à mon avis. Je trouve ça intéressant comme point de vue parce qu'effectivement, puis c'est un point moi, j'avais eu l'occasion de le soulever dans un autre épisode aussi. C'est toute la confusion qu'il y a eu initialement n'est pas pour aider justement ce qu'on voit maintenant. Comme si finalement le fait que le gouvernement s'est prononcé des fois trop rapidement ou les autorités se sont prononcées trop rapidement, on dirait que ça a créé un déficit de crédibilité qui est vraiment difficile à regagner. Alizée? Mais en fait, surtout ce que j'ai remarqué avec ce sondage-là, c'est qu'il a été fait sur plusieurs mois, en fait. Tu sais, il y en avait, c'était début mars, puis l'autre, c'était juste que je pense au mois de juin, juillet. Donc, il y a beaucoup d'informations. Oh, ça, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Ce sondage-là, je sais pas qu'est-ce que l'Institut de la santé publique du Québec est allé chercher avec ça, là, mais c'est étrange. Ouais.
Donc, eux autres, ils sondent régulièrement, ils envoient des coups de sonde, donc c'est plusieurs photos, si on veut, si on peut s'exprimer ici, puis ils ont fait une espèce de. Ils ont fait ils ont tiré des constats de ça. Ronnie, veux-tu ajouter un truc par rapport à ça? Honnêtement, non, juste, tu sais, comme, ayez du gros bon sens, s'il vous plaît, portez votre masque, lavez-vous les mains, puis, c'est pour vrai, il n'y a pas de réponse miracle, il y a pas personne qui va nous sauver de ce virus-là, c'est pas, c'est juste, faites des choix intelligents. Ça a l'air tellement blasé, Ronnie. J'ai Ben, envie moi, de te faire un câlin. Je suis en vacances depuis une semaine, puis j'étais comme complètement déconnecté de tout. Puis la seule chose qui m'a reconnecté, c'est l'explosion au Liban. Fait que, Wow. tu sais, c'est comme... Ça a vraiment fessé. Le reste, j'étais juste comme un peu déconnecté. Fait que, mais pour vrai, tu sais, il va toujours avoir des gens pour les théories du complot. Il va toujours avoir des gens pour douter. Mais en tout cas, moi, je vous invite à faire des choix intelligents. Puis Ronnie, à on penser dirait aux que autres. t'es mort en dedans, puis on n'aime pas ça. On aimerait ça de voir un petit peu une étincelle. Là. On veut voir s'il y a encore une étincelle qui vit. Parle-nous donc des Canadiens. Je pense que c'est l'élément que tu retiens dans les derniers jours, dernières semaines. Ben là, le Canadien vient de se qualifier pour les séries, genre juste avant qu'on rentre en onde. Donc là, dans le fond, comment ça marchait pour le hockey? Parce que je pense que Denis, tu voulais que je te l'explique. Moi, là, je ne comprends rien. Sans blague, je ne sais même pas combien de matchs il devait jouer avant. Je ne sais même pas pourquoi il fallait qu'il joue des matchs avant. Moi, Je pensais qu'on était déjà en série. S'il te plaît, peux-tu faire la lumière là-dessus un petit peu? Oui, pas donc, trop, dans le parce fond, que je pense pas que ça intéresse le monde tant que ça. Mais non, c'est pas vrai, je m'excuse. Ben, très rapidement. Il y avait 24 équipes. Ils ont pris le top 4 de chaque conférence. Puis ces top 4-là jouent des matchs de poule, donc chacune l'une contre l'autre, pour savoir qui va être premier, deuxième, troisième, quatrième. Puis ça, c'était des 3 de 5? Non, dans le fond, ils jouaient un contre l'autre, puis il n'y avait pas d'élimination dans ces équipes-là. Ces équipes-là jouaient une contre l'autre pour, dans le fond, déterminer qui va être position 1, 2, 3, 4 dans les séries. Ensuite, ils ont pris 8 autres équipes de chaque conférence, puis ces équipes-là jouent des 3 de 5 les unes contre les autres pour se qualifier pour les séries. Donc, les Canadiens se passer? Oui, donc là, les Canadiens ont éliminé les Pingouins. Donc là, le Canadien se qualifie pour les séries et va être, je ne sais pas quel numéro. Puis là, après, ils vont matcher les équipes qui ont joué les unes contre les autres selon 1, 2, 3, 4 avec les équipes qui sont qualifiées. Et là, ben, on va partir avec des séries normales à 16 équipes. Moi, j'ai remarqué une chose de l'effet du retour du hockey. Sans blague, là, le soir du premier match, j'ai remarqué un assainissement des réseaux sociaux. Là, comme si les imbéciles parlaient soudainement de hockey. Fait que ça faisait du bien. Ils lâchaient les sujets politiques ou les sujets d'intérêt. Ah, c'est pas faux. Puis soudainement, ben, on avait un peu moins non, c'est une demi-blague, mais j'ai vraiment eu ce feeling-là. Hein. J'ai vraiment eu le feeling que, justement, de détourner un peu l'attention vers autre chose, le fait que justement, il y avait moins de commentaires, que les gens se permettaient moins sur les dossiers d'intérêt public et les dossiers politiques. J'imagine que tu nous l'as un petit peu dit sans nous le dire tantôt, Alizée, tu ne suis pas vraiment le hockey, je pense. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Fait qu'on on s'étirera pas plus longtemps que ça sur ce sujet-là. On va passer au Canada. On sait qu'après avoir renégocié et rebaptisé vraiment, l'ALENA a été rebaptisée. Je ne me souviens même pas de ça. Wow. Trump n'est toujours pas content des relations commerciales et inflige des tarifs sur l'aluminium venant du Canada. Dans les derniers jours, ça a fait ça a beaucoup fait réagir la classe politique. Le gouvernement fédéral promet d'ailleurs des représailles. On a même vu que François Legault a pris parole sur Twitter disant qu'il allait défendre le Québec avec l'aide de Justin Trudeau, et il le fait en taguant Trump dans son compte. Je me souviens pas d'avoir vu un premier ministre du Québec ou même un premier ministre provincial taguer un chef d'État de cette façon-là. C'est un pas dans l'arène mondiale. Imaginez si on avait une place à la table des nations, comment est-ce que ça serait mieux. Dans l'affaire We Charity, Trudeau assure qu'il n'y a aucun traitement préférentiel. Malgré tout, sa popularité est entachée. On a vu quelques
petits sondages qui donnent déjà des pistes là, ou des indices comme quoi que ça allait être difficile. C'est dommage parce qu'il avait fait quand même un travail important qui le positionnait assez bien au point de vue de sa gestion de la COVID. Pendant ce temps, les dons aux partis fédéraux sont inégaux. Les conservateurs et les libéraux sont en baisse, alors que les Verts, les néo-démocrates et le Bloc augmentent les dons qu'ils réussissent à attirer par rapport à l'an dernier. Et du côté de la chefferie des Verts, imaginez, on n'en parle vraiment pas souvent de ça, puis on est, contrairement à l'Europe, peut-être qu'un jour, ça va devenir, qui elle, est déjà bien avancée avec les partis verts, peut-être qu'ici, on va les voir prendre plus de place. Ben, il y a un écart qui se creuse entre la favorite, Annamie Paul, et ses adversaires. Leur convention va avoir lieu en octobre de façon virtuelle. Ronnie, je suis vraiment curieux. Puis tu sais, je faisais une blague en début en disant que j'ai des libéraux tout le tour du ventre. Mais toi, est-ce que ton opinion de Trudeau et des libéraux a baissé depuis l'affaire de We Charity? Ah, Denis. Peut-être pas des gens qui sont libéraux, peut-être pas de notre premier ministre, mais juste comme je comprends pas comment ça arrive encore et encore et encore. Alizé, t'es étudiant en communication, tu vas comprendre comme pourquoi, comment. Tu sais, t'as une équipe autour de toi, c'est le scandale le plus facile du monde à éviter. Tu fais juste retirer des discussions. Si t'es ministre des Finances et tu as reçu un voyage payé, tu fais juste le dire et tu te retires des discussions et il n'y a pas de scandale. C'est vraiment... Tu sais, j'ai fait 0 cours de communication dans ma vie et c'est probablement vraiment... C'est quoi que tu déplores là-dedans? C'est la façon dont ils gèrent leurs écarts éthiques ou c'est le fait qu'ils aient des écarts éthiques? Non, l'écart éthique en soi, c'est de ne pas l'avoir dit. C'est pas, tu sais, Margaret Trudeau et Alexandre Trudeau et Bill Morneau, ils ont le droit de prendre ils ont le droit de faire des conférences pour We Charity. C'est un pays libre, ils ont le droit, puis ils ont le droit de se faire payer pour des discours, c'est correct, mais dites-le. Mais tu penses que c'est pas plus fondamental que ça? Peut-être. Attends, tu veux dire quoi par fondamental? Bien, à savoir que le problème ne serait pas un peu plus grave que juste le fait qu'il ne l'ait pas dit, c'est le fait que tout ce soit une garde excessivement rapprochée et même de la famille proche qui profite de revenus assez substantiels dans ce contexte-là et de compte de dépenses. Est-ce que c'est pas plus ça, cet élément-là, qui serait discutable? Vas-y, Élisée. Mais non, parce qu'en fait, c'est comme ça que les très grosses fortunes fonctionnent au Canada. En général, on a des déductions d'impôts pour les dons aux organismes à but non lucratif. Donc, c'est pour ça que c'est de la créativité fiscale. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est très courant, mais il se trouve que la coïncidence, si on peut appeler ça une coïncidence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très riches qui sont ministres, peut-être. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, le problème, ce serait une représentativité des classes au sein du pas à l'Assemblée nationale, mais au Parlement. Ouais. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, en municipal, tu sais, limite, là, c'est comme... Mais c'est juste, en général, tu sais, on peut pas reprocher à Margaret Trudeau ou à Alexandre Trudeau de pourquoi vous prenez des discours, genre, pourquoi vous êtes payé pour des discours, tu sais, ils ont le droit, là, c'est pas ça le problème. Mais quand t'es rendu Justin Trudeau, puis t'es rendu premier ministre du Canada, puis tu décides de te donner un contrat gré à gré, voilà. Le gré à gré, pour faire ça vite, à la limite, tu sais, ça peut peut-être se justifier jusqu'à un certain point, mais on dit la même chose. Mais je doute fortement que We Charity était la seule entité au Canada qui pouvait gérer ce programme-là. Mais le pire, c'est que tu as raison, c'est que probablement que s'il avait juste bien fait les choses, il serait finalement, ça serait quelque chose d'assez banal. Mais juste le fait qu'il y a eu des raccourcis. Non, c'est la fondation qui est bizarre. C'est ça, c'est la fondation immobilière, genre, et aussi la fondation. Puis SNC-Lavalin, c'était la même affaire, là. Genre, t'avais juste à le dire, là, comme, hey, écoutez, oui, je veux pas que SNC se fasse poursuivre. T'sais, tu le dis, là, je suis député du Québec, oui, je veux sauver les jobs au Québec, puis oui, j'ai eu des discussions avec ma ministre, puis mettons que tu la shiftes pas, puis que tu la changes pas du ministère de la Justice aux Affaires autochtones pour comme la mettre de côté. C'est que je comprends pas parce que Trudeau est arrivé au pouvoir avec une équipe de communication absolument incroyable, qui a fait une campagne absolument incroyable. Puis on dirait qu'une fois qu'il gouverne,
c'est juste plus difficile au niveau de la communication puis de la gestion de crise. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que... Non, mais attends, René, je te trouve pas fair parce que, tu sais, il y a des gens qui disent que justement, c'est un scandale typiquement canadien, là. Oui. Comme, pour vrai, là, c'est, tu sais, il en échappe une grosse une fois par année, puis, tu sais, mais il n'y a pas de scandale. Non, c'est pas un big deal, là. On s'entend que c'est pas Trump, là. On n'est pas en corruption crasse, là. C'est genre... tu sais, c'est la petite bière. Les Américains regardent ça et sont comme, sont-tu sérieux? Genre, Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement. Est-ce qu'on peut avoir... Tu sais, le gros scandale, à part même le scandale des commandites pour les Américains, c'est la petite bière. Puis même c'est 9 000 ou 90 000 là, de Mike Duffy là, dans le temps avec les conservateurs. Même ça, là, ils trouvent que c'est des jokes là, comparé à ce qu'ils vivent. Même Sauf que, est-ce que, selon toi, ça excuse ça? Non, bien sûr que non. Mais tu sais, on n'a pas une classe politique grossement corrompue où est-ce que c'est genre irréparable. Et tu sais, on n'est pas comme opprimé. Le pouvoir n'est pas comme fortement concentré. Ouais, mais là, c'est parce que c'est drôle. C'est une drôle de façon d'amener les choses. Je veux dire, si tu nous mets un portrait excessivement négatif puis tu nous dis au moins on n'a pas ça, ça représente... C'est pas une grande défense. Non, mais je défends personne. Là. Je les écorche autant que n'importe qui d'autre. C'est juste que Alizée, ce qu'elle voulait dire, c'est... Mais j'aimerais ça qu'elle finisse sa pensée par rapport à ça, Alizée. Oui, vas-y donc. J'avais fini. Ah, t'avais fini, c'est ça. Je t'ai pas coupé, justement. Mais t'es-tu d'accord avec ce que je dis? Genre, est-ce que c'est comme pas un. Ben, je te trouve un peu dur. Ouais. Puis toi-même, tu sais l'amour que je porte pour Justin Trudeau dans mon cœur. En passant, c'est ironique. Hein? Moi, là, je suis. Tu sais, Denis t'a dit libéral tout autour de la ceinture, mais moi, je suis fédérale, je suis pas libérale partout. Là. Ah non? Non. T'es verte, t'es NPD, t'es certainement pas conservatrice. Puis je pense pas que tu sois bloc non plus. Très, très verte. Ah, tu serais surpris. Moi, je trouve que le bloc, ils ont des très bonnes idées. Ah, cool. J'aimerais ça avoir un chef, justement, un premier ministre canadien avec le calibre de Yves-François Blanchet. Je trouve qu'il est vraiment un peu sharp. Mais bref, Ouais. parenthèse fermée, j'allais dire que je trouve que René est un peu dur parce que c'est ça, c'est pas... ça aurait sûrement pu être évité. Oui, c'est clair qu'on a peut-être un problème de représentativité des classes à la Chambre des communes. Mais je pense en général. Sans vouloir baisser l'importance de ce scandale-là, je pense que c'est pas la fin du monde. On va dire ça comme ça. Donc, ça serait un angle d'attaque, ça serait de porter flanc pour les attaques des adversaires dans ce contexte-là. Mais ils n'ont rien d'autre à attaquer. Ils vont attaquer quoi? T'sais, il faut se poser la question aussi pourquoi ils talonnent avec ça. T'sais, dès qu'ils ont quelque chose, des conservateurs, puis le Bloc aussi, là, le Bloc, il fallait qu'ils changent de sujet. Ouais, non, il y a ça aussi. Eux autres étaient bien contents. Ils ont fait un petit 180, bien tranquille. Mais c'est ça, il faut prendre ça en considération aussi. Là, des fois, ils s'accrochent à la petite affaire, puis... Ils ont un ton super vindicatif, comme si il y avait eu un scandale des commandites puissance 1000. Mais c'est juste que Justin Trudeau, ça ferait la 3e fois s'il était reconnu comme ayant violé le code d'éthique. Puis 3 fois, c'est comme le plus que n'importe quel premier ministre, je pense, avant. Là. Puis tu sais, les libéraux, ils ont comme un passif aussi. Là. On les regarde, on les check. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais les conservateurs aussi. Oui, c'est ça. Les conservateurs sont pas exclus, tu sais. Puis le Bloc, c'est pas un parti de gouvernance. Donc, genre, tu sais, c'est facile pour eux de dire que, genre, on sera jamais comme ça parce que c'est pas un parti de gouvernance. Puis l'NPD, ils n'ont jamais gouverné. Fait que, mais, tu sais, dans le sens que il va perdre la confiance des électeurs, comme Denis disait au début, qu'il a réussi à vraiment gagner avec la COVID parce que, tu sais, à part les petits dérapages peut-être au début avec les frontières où est-ce que ça aurait pu être fait un peu plus. Ah, c'était complètement oublié, ça. Mais même là, tu sais, genre, moi, je disais qu'ils ont bien fait de négocier avec Trump et tout pour pas le frustrer, là. Ben, tu sais, il y a eu une cote de popularité qui a monté, puis honnêtement, ils ont bien géré, là, genre, au niveau des programmes. Tu sais, bon, on a une dette, peut-être, mais ça, c'est autre chose, là. C'est un autre sujet complètement. Mais, tu sais, ils ont bien géré, ils ont aidé les gens, ils ont donné de l'argent aux gens qui en avaient besoin, ils ont soutenu les secteurs qui ont besoin d'être soutenus. Ils étaient sur une vague, là, puis il y avait une élection, mettons, cet automne, là, s'ils déclenchaient des élections anticipées, ils gagnaient une majorité, puis il est encore là pour 4 ans. Là, maintenant, tu sais, peut-être pas au Québec, parce qu'au Québec, on a l'air de complètement s'en foutre de cette affaire-là, mais dans le reste du Canada, ça lui fait mal. Ça lui fait très, très mal. Alizée, je me cherche quelqu'un pour m'expliquer un peu plus qui est Anami Paul. Est-ce que tu es en mesure de nous en parler? On parle très peu du Parti vert, hein, un peu comme je disais tantôt. On dirait que c'est pas encore une force politique qui a pris la place
qu'elle pourra prendre. Je pense qu'on faut garder un œil sur les Verts. Ils risquent de séduire de plus en plus au point de vue de l'électorat. Alizée, qui est Anami Paul? Donc, d'après mes recherches, c'est une avocate. Puis, c'est ça, c'est que si elle gagne la chefferie du Parti vert, ça serait la première femme noire, je pense, à se présenter aux élections canadiennes pour devenir première ministre. C'est une des rares femmes aussi. Et que c'est super intéressant. Ben oui. Est-ce que vous seriez tenté de voter vert? Moi, j'ai voté vert aux dernières élections. T'as voté vert aux dernières élections, toi, René? Plus par idéologie que par... le candidat. Par appréciation de la plateforme politique. Oui, ils ont une plateforme un peu strange, hein? Quand tu regardes un peu, quand tu la positionnes sur les axes gauche-droite et identitaire et versus et compagnie, ça fait un petit peu bizarre. Des fois, tu les trouves dans des cadrans, dans des cadrans qui sont un peu bizarres. Tu les attends pas là. Moi, ma question, c'est dans quel cadran tu mettrais un parti vert, puis pourquoi? Puis pourquoi ça te dérange aussi qu'un parti prenne des idées à droite, à gauche, en haut, en bas? Bien, c'est pas tant que ça me dérange, mais j'ai effectivement un stéréotype par rapport aux Verts. Tu sais, moi, je les attends pas dans le volet identitaire et je les attends pas non plus. Je les imagine très à gauche, autant au point de vue économique que autre. Puis quand tu regardes un peu le mix de tout ce qu'il y avait à proposer, il y avait des éléments qui ne fitaient pas avec cette espèce de stéréotype-là que moi je me fais. Donc, c'est pour répondre à ta question. Donc, quand j'avais vu ça, ben ça m'avait intrigué beaucoup. Puis je me suis dit, coudonc, c'est qui les Verts? Je serais vraiment très curieux de voir réellement où est-ce qu'ils se situent. Tu sais. Puis ça, pour moi, ben c'est pas encore net. J'ai de la misère à me faire un portrait de est-ce qu'il existe un portrait type d'un Vert au Canada? Mais je pense qu'il existe. Non, vas-y. En fait, moi, il y a quelque chose qui me fascine. Je pense que c'est dû à une rhétorique des dernières années. Mais on a tout le temps tendance à classer l'environnement puis le militantisme environnemental comme quelque chose de social puis à gauche, sauf qu'il y a de plus en plus de chiffres qui montrent que c'est justement parce qu'on ne va pas s'occuper de notre résilience climatique puis de la lutte au changement climatique qu'on va être dans le trou financièrement parlant. Moi, ça me fascine, tu sais, que ça soit, par exemple, toutes les infrastructures qu'on va devoir construire ou alors reconstruire parce qu'il va y avoir des cataclysmes climatiques. Il y a des maladies aussi qui peuvent plus, par exemple, s'étaler parce qu'il y a du réchauffement climatique, la maladie de Lyme. Il y a les îles de la Madeleine qui sont en train de, en tout cas, de se faire gruger. C'est ça. Dans quelques années, ça commence déjà à être inquiétant. Moi, c'est ça qui me fascine. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il faudrait vraiment commencer à changer le paradigme. Puis ça presse parce que justement, plus on va attendre, c'est une courbe exponentielle. C'est que plus on va attendre dans le temps avant de prendre des actions, plus ça va nous coûter cher. On a aplati la courbe COVID où on a fait ce qu'on avait à faire pour le faire. Il faut aplatir la courbe environnementale. C'est comme Bernie Sanders, on a tendance à dire « Oh mon Dieu, il est super à gauche, c'est un communiste, c'est un populiste de gauche. » Oui, c'est d'accord, mais c'est parce que Bernie Sanders, moi, je trouve qu'il y a plein de ses idées que c'est juste du gros bon sens. Par exemple, une idée très gros bon sens, c'est bien pour les gens d'avoir une couverture médicale universelle. Je sais pas pourquoi c'est à gauche. C'est de l'argent public. Mais c'est de l'argent public, d'accord, mais on comprend qu'à la fin, c'est payant. Là, tu comprends? Oui, c'est ça. Ça va désengager ton système de Bernie santé. Sanders aussi, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça serait bien que les gens payent un pourcentage d'impôt qui est raisonnable par rapport à leur revenu. Je sais pas pourquoi c'est à gauche, ça. La gauche traditionnelle, c'est genre quand tu... Taxer les riches. Taxer les riches, fait que c'est pour ça que c'est associé comme à être de gauche. Mais par exemple, il y a des idées comme le revenu minimum garanti, qui est une idée à la fois de droite et de gauche, puisque les gauchistes l'aiment parce que c'est un filet social, puis les droitistes l'aiment parce que ça abolit justement beaucoup de filets sociaux, puis ça le remplace par un seul, donc ça réduit la bureaucratie. Donc, il y a des idées sur lesquelles, par exemple, qu'on peut se rejoindre droite-gauche.
Je trouve ça super intéressant ce que tu as analysé. Puis c'est vrai, puis c'est cette espèce de gap-là qui s'est créé dans le stéréotype versus la réalité qui nuit. Puis ça, je pense que dans la stratégie même des Verts, c'est quelque chose qu'ils devront considérer au même titre. C'est que toutes les partis qui, justement, veulent mettre l'environnement de l'avant doivent commencer, je pense, à présenter l'environnement comme quelque chose de payant en réalité et non un passif qui va faire qui s'opposerait au développement économique. Puis ça, c'est ce que collectivement, il y a cette espèce de stéréotype-là qui est tenace. Je voulais juste rajouter aussi que, en fait, on a tendance vraiment à critiquer les partis de deuxième, troisième opposition, puis je trouve ça un peu injuste parce que, tu sais, c'est des partis qui ont moins de ressources financières. Hein. Avoir une plateforme électorale, ça prend énormément de ressources, surtout de ressources humaines, en fait, puis il faut pouvoir les payer. Puis, en fait, un parti qui est au gouvernement a accès à beaucoup plus d'informations. Oui, un parti au gouvernement. Oui, ça va. T'es étouffé? Non, je bois de l'eau gazeuse. Oui, donc, oui, tu disais que ça prenait beaucoup de ressources pour avoir une belle plateforme. Oui, mais un parti qui est au gouvernement a accès à beaucoup plus de ressources. Là, fait qu'on a tendance à dire, oui, la plateforme des Verts est bancale, mais ça peut pas être... ils n'ont pas 5 millions par année à mettre là, pour leur plateforme, probablement. Non, c'est ça. Puis, aussi, attends, il y avait un autre point, je sais plus quoi. Ça va t'en revenir, Ronnie, est-ce que ça te convainc un peu de... Je sais que tu ne sais pas grand-chose sur tu n'as pas suivi beaucoup la course au Parti vert, mais est-ce que ça te donne envie de les suivre? Ben oui, mais absolument. Moi, je pense que tu pourrais faire une surprise. J'écoute le débat des chefs, puis c'est clair que le Bloc, c'est pas le parti pour lequel je voterais. Par exemple, si j'y prends par élimination. Les conservateurs, j'ai déjà dit que j'aime pas les conservateurs. On passe à autre chose. Le Bloc, c'est pas que je suis contre le Bloc, c'est juste que je trouve pas que le Québec a besoin d'un parti pour lui-même au fédéral. C'est quelque chose que j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas avoir un parti juste pour nous au fédéral. Je pense qu'on peut faire du chemin à travers les partis, les autres partis. Les élus québécois des autres partis? Exactement. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait une différence, mais c'est juste une différence de vision rendue là, puis c'est correct. Le Bloc a eu son importance historique. Le NPD, je pense qu'ils sont un peu perdus, mais ils ont des bonnes idées. Puis, s'il y a plus de leurs idées qui peuvent être mises de l'avant, tant mieux. Fait que les Verts, les libéraux, il y a certaines choses qui me chicotent, comme justement la mauvaise capacité à gérer des choses, puis à laisser en échapper des faciles, puis en tout cas... Puis les Verts, ben oui, je suis donné la chance aux coureurs. Moi, je vais regarder les courses à la chefferie puis je vais voir ce qui est. Pour le moment, s'il y a un Vert qui nous écoute, là, il y a un électeur à prendre ici. Là. Ça devrait pas être super difficile pour le convaincre. Moi, je suis ouvert à toutes les opinions de tout le monde, puis j'aime ça discuter avec tout le monde. Mais pour l'année à venir, je suis... OK, c'est bon, c'est correct. À la condition moi, je suis d'accord avec tout le monde. Je vais écouter tout le monde. Non, OK. On a peut-être une possibilité de convaincre, transformer un libéral en vert ici. Là. On verra qu'est-ce qu'il y en a, puis on en reparlera en fonction de la prochaine élection. Ouais. J'aimerais juste mentionner que pourquoi c'est des partis plus marginaux qui ont des femmes à leur leadership aussi. Bon point. Mais moi, je pense que ça peut vraiment les aider. Puis je vais répondre à ma propre question. Moi, ça m'a donné le goût d'en savoir plus sur un ami Paul. Je vais regarder ça d'un œil plus intéressé parce que je pense sincèrement qu'elle pourrait créer une surprise. OK, on passe aux États-Unis. En novembre, les Américains vont se rendre aux urnes pour décider, entre autres, de leur président. Et dû à la situation actuelle, on prévoit d'utiliser le plus grand nombre de votes par la poste qu'habituellement. Puis ça fait toute une histoire. Puis stratégiquement, on voit qu'en ce moment, il y a des combats qui se dessinent autour de ça. Trump, qui est... C'est Louis-Philippe qui a fait les notes cette semaine. Il écrit notre démagogue en chef. J'aime pas lire ce genre de truc-là directement puis me les approprier tel quel. Mais c'est quand même assez intéressant comme formulation. A peur des fraudes? Ben oui, il a peur des fraudes, ben oui. Et répand le mensonge que le vote par la poste est nécessairement frauduleux au profit de ses adversaires. Ouais, OK. Je pense qu'on peut dire ça de même. Il affirme qu'il pourrait ne pas accepter le résultat d'une telle élection. Verriez-vous ça? Il est obligé d'aller déloger Trump de force de son siège.
qui pourrait ne pas accepter les résultats d'une telle élection. Il prendra une décision lorsqu'il connaîtra les résultats de l'élection qu'il dit, mais on a déjà vu même au sein des républicains, là, quand même, les gens se sont soulevés contre ce commentaire-là puis cette façon-là d'aborder la chose. Toi, Alizée, c'est quoi la meilleure façon d'instituer une dictature, selon toi? Attends. Je vais aller aux États-Unis. Donne-moi quelques secondes, je reviens, je te fais un petit résumé. Non, mais plus sérieusement, bon, là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les votes par la poste, ça prend plus de temps à arriver. Donc, ça prend encore plus de temps quand tu as 300 millions d'Américains qui votent. Il va y en avoir des lettres à la poste. En gros, on ne connaîtra pas les résultats des élections le soir de la soirée électorale. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça va prendre un jour, 2 jours, personne ne sait. Ça va prendre peut-être 10 jours avant tout comptabiliser. Puis là, il va y avoir des demandes de recomptage. Puis là, ça va être... Pour sûr, ça va être un peu un gros bordel. Après, il faut se poser la question, c'est est-ce que les USA sont prêts pour voter par la poste, dans le sens où est-ce qu'ils ont un système qui est assez efficace pour pouvoir justement gérer tous ces envois postaux-là. Ça demande une motivation supplémentaire aussi, il me semble, hein, pour voter. Mettons que tu es un électeur. En fait, ça dépend. C'est ça l'affaire, c'est que ça dépend. C'est qu'en fait, par exemple, dans certains États, ils ont constaté que des gens qui étaient moins susceptibles de voter, quand ils votaient par la poste, leur taux de participation augmentait. Tu sais, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. Ah oui, je comprends. Okay, puis aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans certains États, ils t'envoient des pamphlets sur tous les candidats. Fait que là, tu peux t'asseoir dans ton salon, dans ta cuisine, puis regarder ça vraiment tranquillement. Puis voter en connaissance de cause. Ben oui, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, dans certains États, cette pratique-là, elle est instaurée depuis des années. Je pense qu'en fait, que l'Utah fait toutes ses élections par la poste, quelque chose comme ça. Donc, tu as des États aux États-Unis qui vont très bien s'en sortir et qui ne stressent pas partout. Après, tu en as d'autres ça va être compliqué. Plus tough. Là, on a eu un exemple parce qu'il y a eu des élections pendant la pandémie, notamment en Géorgie. Je ne sais plus si c'était le gouverneur de Géorgie qui était en élection. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que normalement, c'est ça. Pour pouvoir faire des élections par la poste, il faut que les électeurs reçoivent des bulletins de vote à l'avance. Encore faut-il qu'ils les reçoivent à temps. En Géorgie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as des électeurs qui ont reçu leur bulletin de vote après les élections. Même une candidate, en fait, elle a reçu son propre bulletin. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les gens vont aller dans les bureaux de vote parce qu'ils ont pas reçu leur bulletin. Puis là, il y a peut-être une file d'attente de 5 heures parce qu'on ne peut pas faire rentrer plus que 5 personnes à la fois dans le bureau de vote. Ouais. Puis là, il y a des gens qui rebroussent chemin. Puis là, tu as peut-être 5 % de la population américaine qui va avoir son vote enregistré. J'ai pas fini mon scénario catastrophe. Vas-y. Puis c'est ça, c'est que en fait, en Géorgie, ça a été la catastrophe. C'était super mal géré. Il y a plein d'autres États, en fait, qui ont pas on a vu, système. On voyait sur Imager sur Reddit les grandes listes, là, les gens envoyaient des photos. C'était pas beau à voir. Non, c'est ça. Le pire, c'est que Donald Trump fait tout pour pas que les États mettent des choses en place à changer aux élections. Par exemple, il est en train de poursuivre le Nevada qui a justement lancé un programme de logistique pour inciter, puis une campagne pour inciter les citoyens du Nevada à voter. On est rendu là. Quand Donald Trump dit que ces élections-là vont ridiculiser les États-Unis, il a raison. Parce que ça... En fait, je pense pas que ça soit digne de la deuxième économie mondiale. Et de cette grande démocratie. À ce moment-là, est-ce que ça lui donne raison de vouloir reporter? Moi, je pense qu'on devrait abolir la planète. On est fait. Rien de moins. Rien de moins. Ronnie, je pensais que tu étais mort en dedans, mais j'ai trouvé quelqu'un qui tirait compétition. Vas-y, de ton côté, comment tu vois le scénario aux États-Unis actuellement? Nous avons un président qui ne sait pas comment son pays fonctionne. Il ne peut pas reporter les élections parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Donc, c'est pas lui qui décide. Puisqu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, les élections, c'est 50 différentes élections dans 50 États. Donc, c'est pas le président qui reporte les élections, c'est chaque État. Mais c'est surtout qu'il faudrait un amendement constitutionnel voté par la Chambre des représentants. Donc, tout ça, en plus de l'accord des États et tout ça. Donc, la Chambre est de quel bord actuellement? Démocrate. Je suis pas Démocrate. ça. Okay. Bon, voilà. Démocrate, le Sénat est républicain.
C'est ça. Donc, voilà. Mais honnêtement, encore une fois, avec Donald Trump, pas grand-chose me surprend. Est-ce qu'il va pouvoir refuser de quitter ses fonctions? Techniquement, sur la Constitution, il a le droit parce qu'il doit abdiquer. Il doit appeler son adversaire et concéder. Mais je suis pas mal sûr que ce ne sera pas long que le service secret ou quelqu'un va s'en occuper pour faire comme t'as perdu votre temps. À un moment donné. Puis on a affaire ici à un fasciste, je vais le dire encore. C'est un fasciste qui est dans une démocratie. Et les démocraties ne sont pas toujours démocratiques et ne sont pas toujours à l'abri de la corruption, des manquements, de la négligence, d'écraser les plus faibles et tout ça. Et ce qu'on voit au Liban, c'est probablement un sujet vers lequel je voudrais m'en aller avant la fin de l'épisode. Sur les États-Unis, honnêtement, je souhaite de tout cœur que Joe Biden remporte la course. Je souhaite qu'il choisisse. Il va choisir sa colistière. Il y a eu des propos controversés hier. Hein? Je voyais qu'il s'était encore mis les pieds dans les plats par rapport à des commentaires sur des communautés. Oui, c'est comme une mauvaise occurrence, une mauvaise habitude qu'il a pris de... Ça y revient, hein? C'est quoi qu'il a dit? Je vais te le sortir, je l'ai quelque part. Mais dans le fond, la première controverse qu'il y avait eu, c'est quand il a dit... si tu votes Trump, t'es pas un vrai noir. Si un noir qui vote Trump n'est pas un vrai noir, ça, c'est la première fois. Là, hier, il faisait des comparaisons entre des communautés, là, entre la communauté latino. C'était quoi exactement? Peux-tu me rappeler? Je suis en train de le sortir. Là, j'ai un ami qui me l'a envoyé, mais j'essaie de le trouver. Je ne le trouve plus. Mais, tu sais... Ça m'apprendra à sortir des notes. Oh, ouais. Recule-toi de ton micro, René, parce que tu... Ouais, je le trouve pas là, mais je le retrouverai. Mais dans le fond, tu sais, Biden, il dit... on dirait qu'à chaque fois qu'il parle, il dit des affaires... il dit des affaires qu'il devrait juste... OK, c'est ça, je l'ai. Il a dit... sur la police, il a dit, je veux pas définancer la police, je veux que la police ait plus d'argent pour qu'ils puissent prendre les responsabilités qu'ils ont besoin de prendre en charge. The people who in fact can handle those god-awful problems that a cop has to have 4 degrees to handle. Il a dit il veut pas définancer la police, ça l'a choqué beaucoup de gens. Il a essayé d'expliquer, mais il a mal expliqué. En tout cas, honnêtement, Joe Biden... C'est ses commentaires sur la communauté noire versus la communauté latino là, qui a mis le feu aux poudres. Ça, c'était assez incroyable, là, le commentaire. C'était quoi qu'il disait exactement? On n'arrive pas. On va prendre le temps de le sortir. Moi, ça va prendre... il a dit la communauté latine est diversifiée, pas comme la communauté noire. C'est ça, comme s'il y avait une pensée unique dans la communauté noire versus la communauté latine. C'est dans le fond, il dit unlike the African American community, with notable exceptions, the Latino community is an incredibly diverse community with incredibly diverse attitudes. Il dit que, par exemple, en Floride et en Arizona, les Latinos vont avoir des attitudes différentes, alors que les Noirs aux États-Unis, c'est partout pareil. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il dirait aux ressortissants africains des 52 pays d'Afrique à ce sujet-là, aux États-Unis, et ne serait-ce que ceux-là. C'est ça. Donc, Joe Biden, il a l'air bien parti pour remporter l'élection. Non, mais selon les sondages, c'est pas une joke. Là. Il a l'air bien parti pour remporter l'élection. Il faudrait peut-être juste qu'il parle moins. Mais écoute, quand les débats vont commencer, ça va être une catastrophe, sans blague. Oui. Ouais. C'est sûr. On n'est pas sortis du bateau, honnêtement. On est tous dans le même bateau. Ils sont tous dans le même bateau. Je vais prendre notre slogan. Mais, ouais. Non, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine de s'interroger s'il va y avoir une contestation populaire des résultats du vote aussi. Ouais. Parce que même si, dans le cas où Donald Trump déciderait d'abdiquer, ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer par une période très turbulente. Puis moi, je vois vraiment ça venir, là, où... en fait, je pense que ça va miner vraiment la confiance des Américains envers leur institution, malheureusement. Ouais. Encore plus que maintenant. Là. Il y a des bonnes chances. Personne ne va sortir gagnant de ça. Personne.
Ça va être une élection divisive, déchirante. Puis, oui, puis toute cette division-là qui a été encouragée au courant des dernières années, j'ai hâte de voir de quelle façon les États-Unis vont être en mesure de pouvoir justement venir penser ça, puis ramener justement un peu toutes ces écarts-là qui divisent d'une façon assez radicale actuellement. Mais c'est comme les juges à la Cour suprême, hein, tu les nommes qui sont nominés jusqu'à la fin des temps. Ouais, c'est ça. Donc, ça laisse des marques. Ouais. Il y a ça en ce moment, là, il y a Ruth Bader Ginsburg qui tient à la vie. Qui tient à la vie, puis qu'on espère qu'elle ne meure pas avant que Trump quitte, parce que sinon, il va nommer une... C'est débile quand tu y penses, hein? C'est complètement débile. D'ailleurs, ça me fait quasiment penser à notre GG national, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Tu as parlé tantôt, tu as fait état de la situation au Liban, le Liban qui vivait déjà une situation absolument incroyable. Je pense que le pire, si on avait voulu faire une blague puis faire de l'humour noir puis demander qu'est-ce qui pourrait arriver de pire au Liban, on aurait dit qu'il aurait fallu que la ville explose. Le crime, c'est arrivé. Ronnie, je sais que ça te touche beaucoup. Tu voulais nous en parler? Ben moi, je veux juste en parler rapidement parce qu'honnêtement, oui, il y a eu une explosion. Ça a tué plus d'une centaine de personnes, des milliers de blessés. Le port est dévasté, mais c'est plus que ça. Il y a c'est 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient entreposées depuis 6 ans dans le port. Tout le monde le savait. Ça a été saisi d'un navire russe, si je ne me trompe pas, il y a 6 ans, 7 ans. Et ça a été entreposé là, laissé là de même. On disait que c'était une ticking time bomb, là, une bombe à retardement, puis ça allait exploser, puis c'est arrivé. Les Libanais sont aux prises avec la négligence, de la corruption, de l'aveuglement. Il faut comprendre le Liban rapidement. L'accord de Taïf, qui a été signé en 89, qui voulait mettre fin à la guerre civile, prévoit une mixité confessionnelle. Fait qu'il y a les musulmans chiites, sunnites et t'as les chrétiens au Liban qui sont comme un peu, ça a été comme toujours un problème, c'est ça la guerre civile. Il y a eu une occupation syrienne pendant longtemps. Il y a eu leur premier ministre qui s'est fait assassiner en 2005, Rafik Hariri. Ça a causé comme un peu une révolution au Liban, la révolution du Cèdre qu'on appelle. Donc les Libanais sont vraiment, ils ont une prise avec beaucoup de choses depuis des décennies. Nous, notamment le pays d'origine de mes parents, la Syrie, qui a occupé le Liban pendant 30 ans. Puis ça fait en sorte que les élus sont élus avec... Le premier ministre actuel a été élu avec 14% du vote populaire, ce qui est quand même absolument impensable. C'est la moitié de ce que ça prend au Canada. Oui. Non, 14%, là, c'est vraiment... honnêtement, tout ce que j'ai à dire sur le Liban, c'est qu'ils passaient déjà la pire crise économique de leur histoire, taux de chômage absolument astronomique, classe politique corrompue qui garde la richesse, secteur énergique vraiment négligé, il y a des pannes de courant tout le temps, l'eau potable, juste en général trouver une job, bien vivre, avoir une... La crise économique était absolument incroyable. Moi, les dernières nouvelles que j'avais eues avant l'explosion, c'était relié à la crise économique. C'est quelque chose qui était absolument invivable. Exactement. Et en plus de la COVID-19, évidemment. Plus de 5000 cas au Liban. Il faut comprendre, le Liban, population de 5 millions de personnes. Il y a une diaspora plus grande que la population du pays. C'est à peu près 10 millions de personnes qui sont à l'extérieur du Liban. Il y en a beaucoup au Canada, d'ailleurs, même à Montréal, au Québec. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis du Liban au fil des années parce qu'ils voyaient que la façon de vivre là-bas, c'était pas facile de vivre comme du monde là-bas. Puis beaucoup de mes amis libanais autour qui n'ont pas connu le Liban parce que leurs parents ont immigré me disent on aimerait ça y retourner un jour, on aimerait ça pouvoir aller vivre là-bas, peut-être aller voir un peu c'est comment, mais on nous dit restez loin de là, c'est pas vivable parce qu'il faut que ça change. C'est triste. Pardon? C'est triste. Je trouve ça triste. Je me mets dans la même situation où tu as envie de retourner sur la trace de tes ancêtres, puis tu te fais décourager de le faire parce que la misère est pognée. C'est terrible. Exactement. J'ai eu la chance de le visiter, moi, le Liban en 2009. J'ai vu une communauté, j'ai été très bien accueilli. J'étais avec ma mère visiter les amis à elle, puis on était très accueillis. C'était la fête, c'est une communauté très, très festive. Ici, au Québec, on le voit. Là. À Québec, j'étais là cette semaine, même à l'extérieur de Montréal, il y a des restos libanais partout. C'est une communauté très entreprenante qui s'inclut dans la communauté, qui s'intègre. À Montréal, on a une communauté libanaise absolument, fantastique. Mais là, il y a de la mobilisation. Donc, si on veut contribuer, on fait quoi, Ronnie? Ben, pas grand-chose, faire un don à la Croix-Rouge, libanaise ou canadienne. Il y a aussi un organisme qui s'appelle Impact Lebanon qui coordonne avec des ONG
pour ramasser des dons. Il y a une manifestation, en fait, une vigile au Square Dorchester à Montréal dimanche. Pour ceux qui sont intéressés, moi, je vais y être. Si jamais ça intéresse quelqu'un. Allez vous joindre à Ronnie. Sinon, écrire à son élu fédéral pour s'assurer que les fonds ne vont pas au gouvernement libanais, mais bien à des ONG. C'est intéressant, ça. C'est une promesse du fédéral, mais on veut qu'il la tienne. Écoute, c'était intéressant parce que j'allais dire, puis soyez prudents des petites levées de fonds qui pop d'ici et là sur Facebook, là, puis qu'on ne sait pas où va l'argent. Alizée, tu voulais ajouter un truc par rapport à ça? Oui, vas-y, Alizée. Peut-être que si vous voulez écrire à votre député fédéral aussi, ça serait de lui demander s'il va instaurer des conditions facilitantes pour que les Libanais puissent rapatrier des membres de leur famille, mais dans le processus de naturalisation canadienne, pas juste de manière temporaire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je pense qu'ils sont prudents. Ils sont prudents, mais j'ai vu que la demande a été faite, ça s'est rendu aux élus. La réponse des élus était politique, vraiment, là, une espèce de réponse de politicien où on disait qu'il faut faire les choses dans l'ordre, que la première chose à faire était de gérer les urgences et la crise, et par la suite, il allait voir ça, mais que puis là, c'était pas là, la cassette partait. Mais effectivement, c'est un très bon point. Ronnie, tu voulais ajouter d'autres éléments? Rapidement, à Montréal, on a un exemple d'une boulangerie qui s'appelle Andalos, qui est genre une boulangerie libanaise très connue à Montréal. Puis dans le fond, le 9 août, fait que ce dimanche, ils donnent une partie, je pense, ou une totalité des fonds de leur vente de manaïch. C'est genre des petites pâtes. Dans le fond, c'est comme des petites pizzas libanaises. C'est comme des pâtes remplies soit d'épinards, de za'atar, de thym ou de fromage. Tu sais. Bref, c'est des mets traditionnels libanais. Tous les fonds vont être remis à la Croix-Rouge libanaise pour justement lever des fonds. Puis j'imagine que dans les communautés où il y a une communauté libanaise, il doit y avoir des initiatives similaires. Fait que renseignez-vous, par exemple, à Québec, tu sais, je connais la galette libanaise, je sais pas, des places de même. Fait qu'essayez de vous renseigner s'ils n'ont pas. Ou les encourager peut-être à faire quelque chose de même, tu sais, à vous mobiliser. Puis sinon, évidemment, juste s'éduquer, se renseigner sur la situation au Liban pour un peu comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça se passe. Demander à Justin Trudeau de recommencer à faire des relations internationales aussi, ça serait... Oui, ça pourrait être bien. Puis parlez à vos amis libanais ou dans votre communauté si vous en avez, demandez-leur comment ils vont, et si la famille va bien, puis tu sais, juste renseignez-vous. Moi, je suis d'origine syrienne, mais c'est le pays voisin, donc tu sais, on est solidaire. On est solidaire, exactement. C'est ça. C'est de la même façon que, comme Québécois, tu es solidaire du Canada. Oui. Je m'excuse, c'était une blague trop facile. Oui. Non, c'est ça. Écoute, ouais. C'était notre épisode pour cette semaine. Y avait-tu un truc que tu voulais ajouter, Alizée? Vraiment, notre première collaboration ensemble aux engagés publics. Je te laisse le dernier mot avant que je fasse la conclusion. Tu me prends par surprise. Je sais pas quoi dire. Allô? Non, mais ça fait 3 mois. Après, chaque épisode, je dis portez vos masques. Puis là, j'ai essayé de trouver quelque chose d'original en 2 secondes. C'est pas venu. Me voilà démasqué. Bon, remets ton masque. Oui. Mais c'est ça. Soyez gentils en nous. Soyons gentils entre nous, ça sera les mots de la fin. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous suivre vous abonner aussi sur SoundCloud. On est sur Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook. Venez nous donner des idées pour le dernier mot de chacun de nos épisodes. Aidez-nous sur Twitter. Venez commenter nos propos. On est aussi, nos épisodes sont disponibles sur YouTube, on est sur Instagram. Abonnez-vous à notre infolettre. À chaque fois, je suis un peu surpris de découvrir ça. Il faut que je le fasse. Je vais y aller. Je vais aller m'inscrire à notre infolettre pour recevoir les résumés de l'actualité. Et engagez-vous en visitant notre site web, lesengagéspublics.com, engagé avec un S, public avec un S.com. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. C'était Ronnie Al-Nazir, Alizée, je m'excuse, là, je m'en allais massacrer ton nom, je pense, nous Medem, et Denis Martel, et soyez des nôtres lors de notre prochain épisode. C'était vraiment une fin de poche. Faut lire toutes les lettres. Nous mesdames. Nous mesdames. Ouais. C'est quoi? Je vais le garder dans l'enregistrement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.